Le soleil levant de Marseille peignait le ciel en doré, tandis que les premiers rayons traversèrent les fenêtres du bureau au dernier étage de la tour La Marseillaise, dans le quartier d'Aranc. Antoine Dubois était déjà là depuis 2 heures, comme toujours. Pour beaucoup, cette vue privilégiée sur le Vieux-Port aurait été un motif de contemplation, mais pour Antoine, c'était simplement le décor où il avait bâti son empire. Il faut conclure cette affaire aujourd'hui, Carvalho. Si nous n'avons pas de réponse avant midi, doublez l'offre. Antoine parlait au téléphone tandis que ses doigts glissaient sur le clavier à la vitesse de quelqu'un qui ne pouvait pas perdre même les secondes entre les mots. À 45 ans, Antoine Dubois était ce que beaucoup appelleraient un succès absolu. Fils d'une famille de classe moyenne de Marseille, qu'il avait transformé une petite entreprise technologique en l'une des plus grandes sociétés du sud de la France, avec des filiales dans tout le pays et une expansion internationale en cours. Sa fortune était estimée en milliards. Son nom figurait en couverture des magazines économiques et son influence s'étendait des salons d'affaires aux cabinets politiques. Mais ce matin de septembre, alors qu'il avalait son 3e café et vérifiait le rapport financier trimestriel, personne n'aurait pu imaginer que l'empire d'Antoine était sur le point de trembler. Non pas à cause d'une crise économique ou d'un concurrent, mais à cause de quelque chose en lui. « Monsieur, votre ex-femme a de nouveau appelé au sujet de la modification de l'accord. » L'informa son assistante, Chloé, avec l'efficacité mécanique qu'Antoine exigeait de tous ceux qui l'entouraient. Antoine leva à peine les yeux. Transféré au docteur Renaud, il sait quoi faire. Chloé hésita à la porte. Après 5 ans de travail pour Antoine, elle avait encore de rares moments de courage. Elle a demandé à vous parler directement. Elle a dit que c'était personnel. Ni rien avec Clarisse n'est personnel depuis 3 ans, Chloé. Tout est négociable. Son ton mit fin à la conversation, et Chloé se retira silencieusement. Le divorce avait été comme une transaction commerciale, rapide, efficace et avec un minimum de dommages à son image publique. Antoine avait cédé plus que ce que ses avocats recommandaient simplement pour ne pas perdre de temps avec ce qu'il considérait comme un chapitre clos. La matinée se poursuivit à son rythme frénétique habituel. 3 réunions, des dizaines d'emails, 2 visioconférences internationales, déjeuner. Un sandwich mangé entre 2 signatures de documents. À 14 heures, Antoine ressentit ce mal de tête familier, compagnon de ses journées excessives. Annulez la réunion de 3 heures. Je vais revoir les chiffres de l'expansion et je les reprendrai demain, ordonna-t-il en avalant un comprimé contre la douleur. Mais monsieur, c'est la 3e fois que nous reportons avec l'équipe de Lyon. Rappela Chloé, prudente. Ils attendront. S'ils ne veulent pas attendre, nous n'avons pas besoin d'eux. Antoine se massa les tempes. La douleur était plus intense que d'habitude. À 16 heures, lorsque la lumière du soleil se reflétait sur la Méditerranée, créant une mosaïque dorée qui entrait par la fenêtre panoramique, Antoine ressentit pour la première fois quelque chose de différent. Une pression dans la poitrine qui commença légèrement, mais qui augmenta. Il l'ignora comme il le faisait avec tous les avertissements de son corps. À 17h12, alors qu'il discutait avec l'équipe marketing de la nouvelle campagne, la pression se transforma en douleur, aiguë, insoutenable. Sa voix se brisa au milieu d'une phrase. Une sueur froide coula sur son front. La salle de réunion tourna. « Monsieur Dubois, vous allez bien ?» La question lointaine de la directrice du marketing fut la dernière chose qu'Antoine entendit avant que le monde ne disparaisse. Quand il rouvrit les yeux, le blanc du plafond de l'hôpital remplaçait le ciel bleu de son penthouse. Le son des moniteurs brisait le silence. Un médecin d'âge mûr l'observait avec cette expression qu'Antoine reconnaissait dans les affaires, l'expression de celui qui a des nouvelles que l'autre ne veut pas entendre. « Monsieur Dubois, vous avez fait un infarctus. Ce n'était pas grave. Nous avons pu intervenir à temps, mais... Quand puis-je retourner au travail ?» interrompit Antoine, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. Le médecin, le docteur Paul Lambert, sourit sans humour. Il avait traité de nombreux Antoine au cours de sa carrière. C'est exactement de cela dont nous devons parler. Vous ne pouvez pas reprendre votre routine précédente. Votre corps donne des signes clairs qu'il ne supporte plus le rythme. Les mots tombèrent sur Antoine comme une sentence. Il essaya de s'asseoir, mais la douleur l'en empêcha. C'est inacceptable. J'ai une entreprise à gérer. Des gens dépendent de moi. Et l'entreprise fonctionnera sans vous pendant un certain temps.
ou devra fonctionner sans vous pour toujours. C'est le choix maintenant. La clarté brutale du médecin laissa Antoine sans réponse pour la première fois depuis des années. Il regarda par la fenêtre de l'hôpital. Il était dans le même bâtiment où sa mère était partie des années auparavant, l'un des meilleurs hôpitaux privés de Marseille. De son lit, il pouvait voir le vieux port. La ville continuait son rythme, indifférente à la pause forcée dans sa vie. 3 jours passèrent. Antoine, maintenant dans une luxueuse chambre de convalescence, se sentait étouffé non pas par la maladie, mais par l'inactivité. Chloé venait 2 fois par jour avec des documents urgents et des mises à jour. Son téléphone portable, contre les ordres des médecins, ne s'arrêtait pas. « Vous devez vraiment vous reposer », insistait le docteur Paul lors de ses visites quotidiennes. « Cela signifie pas de travail, pas de stress, pas de soucis pendant au moins 2 mois. »« C'est impossible », répondait automatiquement Antoine. Le soir du 5e jour, quelque chose d'inhabituel se produisit. Antoine reçut une visite inattendue. Julien, son ancien associé, avec qui il avait rompu les relations après un différend sur les actions de l'entreprise. « Je suis venu voir si le Tout-Puissant était vraiment aussi faible que le disent les rumeurs, » dit Julien sans détour en entrant dans la chambre. « Déçu de me voir en vie ?» rétorqua Antoine, la voix chargée d'ironie. Julien se dirigea vers la fenêtre, observant la ville qui s'assombrissait. « Tu penses que tout tourne autour de toi, n'est-ce pas? De pouvoir, de contrôle, d'argent. » Il se retourna, fixant Antoine avec une expression qui mêlait pitié et réprobation. « Tu sais pourquoi je suis venu? Parce que Sophie me l'a demandé. Ta sœur se soucie encore de toi, même après tout ce temps. » Antoine détourna le regard. Sophie était l'une des nombreuses relations qu'il avait sacrifiées sur l'autel du succès. Il ne l'avait pas vue depuis les funérailles de sa mère, quand il s'était disputé sur la vente de la maison familiale pour financer l'expansion de l'entreprise. « Elle va bien ?» La question sortit avant qu'il ne puisse la retenir. « Elle va bien. Son fils, ton neveu que tu n'as jamais rencontré, vient d'entrer à l'université. Polytechnique en ingénierie. Elle voulait que tu le saches. » Le silence pesa entre eux. Julien soupira, se dirigeant vers la porte. « Quand tu construisais tout cet empire, Antoine, je me demandais toujours, pourquoi? Maintenant, allongé là, peux-tu répondre ?» La question resta en suspens, même après le départ de Julien. Pour la première fois depuis des années, Antoine n'avait pas de réponse rapide et efficace. La chambre d'hôpital, malgré tout son luxe, semblait vide et froide. L'homme d'affaires qui commandait des centaines d'employés avec la précision d'un chef d'orchestre se retrouvait maintenant seul, ne sachant pas comment diriger sa propre vie. 2 semaines plus tard, contre l'avis des médecins, Antoine retourna dans son appartement au dernier étage de l'immeuble le plus exclusif de la Corniche. La vue imprenable sur la Méditerranée, qu'il avait toujours ignorée, semblait maintenant se moquer de lui. Tout continuait à fonctionner sans sa présence constante. L'entreprise n'avait pas fait faillite. Le monde ne s'était pas arrêté. La seule chose qui avait changé, c'était lui. Un homme qui, pour la première fois, se demandait si avoir tout ce que l'argent pouvait acheter signifiait vraiment avoir quelque chose. Après 3 semaines à la maison, Antoine était sur le point de devenir fou. Les murs de verre et de béton de son penthouse, qu'il remarquait à peine auparavant en passant des heures au bureau, semblaient maintenant l'étouffer. Le docteur Paul avait été clair. Repos, alimentation contrôlée, médicaments, et le plus important, pas de travail ni de stress. Pour quelqu'un qui vivait de l'adrénaline des affaires, c'était comme demander à un poisson de vivre hors de l'eau. « Chloé, apportez-moi les rapports du 3e trimestre. »« Je vais les revoir aujourd'hui, » ordonna-t-il par téléphone, contrariant toutes les recommandations. « Monsieur, le docteur Paul a été catégorique sur... »« Le docteur Paul ne dirige pas mon entreprise, » coupa Antoine impatient. « Les rapports, Chloé, aujourd'hui. » En fin d'après-midi, après des heures penchées sur des chiffres et des projections, Antoine sentit cette pression dans la poitrine revenir, légère comme un avertissement. Il jeta les papiers sur la table basse et se dirigea vers la fenêtre. En bas, Marseille continuait sa routine. Des couples se promenaient le long de la corniche. Des enfants jouaient sur la plage. Des vendeurs ambulants proposaient des chichis et des panisses. Une vie qui semblait inaccessible du haut de son trône de verre. Le ciel, auparavant bleu, commençait à se couvrir de nuages denses. Une pluie méditerranéenne approchait, typique de cette période de l'année. Antoine observa les gens sur la plage ramasser leurs affaires, courant se mettre à l'abri. Pendant un instant, il ressentit une pointe de « quoi ?» d'envie. Ces gens avaient si peu par rapport à lui,
et pourtant il semblait avoir quelque chose qui lui échappait. « C'est ridicule », murmura-t-il pour lui-même. Que pouvait-il manquer à Antoine Dubois? Il avait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 3 vies, assez de pouvoir pour ouvrir n'importe quelle porte, et la liberté de faire ce qu'il voulait, sauf sortir de cet appartement sans sentir que son cœur pouvait s'arrêter à tout moment. La nuit tomba, et avec elle la pluie. Pas la bruine fine habituelle, mais ces orages marseillais qui transformaient ces rues en rivières. Du haut de son appartement, Antoine observait les lumières de la ville se refléter dans les flaques d'eau. Le téléphone sonna plusieurs fois. Son assistante, le vice-président de l'entreprise, son avocat. Il ignora tous les appels. Une agitation grandissait en lui. Les murs semblaient se refermer. Le silence était assourdissant. Dans un élan qu'il ne comprit même pas lui-même, il prit un simple manteau, quelque chose qu'il portait rarement, et sortit de l'appartement. Le gardien de l'immeuble le regarda avec surprise quand il le vit attendre l'ascenseur. « Monsieur Dubois, vous sortez avec cette pluie ?»« Juste une petite promenade, » répondit-il, évitant le regard inquiet de l'employé. « Mais monsieur, l'orage est violent et... »« J'ai besoin d'air, » coupa-t-il en entrant dans l'ascenseur. « Ne vous inquiétez pas. » En sortant de l'immeuble, la force de la pluie le surprit. En quelques secondes, il fut trempé. La sensation étrangement était libératrice. Sans parapluie, sans chauffeur, sans le bouclier habituel qui le séparait du monde réel, Antoine commença à marcher sur le trottoir de la Corniche. Les rues étaient presque désertes. Seules quelques voitures passaient, soulevant des vagues d'eau. Antoine marcha sans but, s'éloignant de la partie la plus chic de la promenade. À chaque pâté de maison, les immeubles de luxe laissaient place à des constructions plus simples, jusqu'à ce que, presque sans s'en rendre compte, il arrive près du Panier, un quartier voisin aux contrastes sociaux marqués. C'est alors qu'il le sentit. D'abord un léger vertige, puis la pression familière dans la poitrine plus forte cette fois. Antoine s'arrêta, s'appuyant sur un poteau. Il respira profondément, essayant de contrôler la sensation. « Idiot !» pensa-t-il, à sortir sous la pluie contre les ordres des médecins. Il essaya de faire demi-tour, mais le vertige augmenta. Les lumières des lampadaires commencèrent à se brouiller, formant des halos diffus sous la pluie. Son cœur s'accéléra. La douleur s'intensifia. Antoine chancela, cherchant un appui, mais ses genoux cédèrent. Avant qu'il ne s'en rende compte, il était sur le sol mouillé, la pluie battant son visage, sa conscience s'évanouissant rapidement. Ces dernières images furent des formes qui s'approchaient. Des gens, il ne pouvait pas distinguer. Le monde s'assombrit. « Monsieur, vous m'entendez ?» La voix féminine semblait venir de très loin. Antoine sentit quelque chose de sec sous sa tête. Il n'était plus sur le trottoir mouillé. Il ouvrit les yeux avec difficulté. Un visage de femme l'observait, inquiète. En arrière-plan, 2 enfants le regardaient avec curiosité. Ou sa voix sortit faible. « Calmez-vous. Vous vous êtes évanoui sur le trottoir. Nous vous avons amené dans notre abri. Ce n'est pas grand-chose, mais au moins c'est sec. » Antoine réussit à mieux voir. Ils étaient sous un auvent abandonné, un espace étroit protégé de la pluie. Quelques cartons formaient une sorte de matelas improvisé. Une bâche en plastique créait un mur latéral contre le vent. Quelques maigres biens étaient organisés dans des sacs en plastique. La réalité le frappa. Il était dans l'abri improvisé de personnes sans domicile. La femme avait environ 40 ans, les cheveux foncés attachés en un simple chignon. Malgré les circonstances, il y avait de la dignité dans sa posture. Les 2 enfants restaient un peu à l'écart. Une fille d'environ 12 ans, aux yeux vifs et protecteurs, et un garçon plus jeune, peut-être 8 ans, tenant un morceau de papier et un crayon usé. « Merci », réussit à dire Antoine, essayant de s'asseoir. Le vertige revint, le forçant à se recoucher. « Ne forcez pas. Vous avez l'air malade. Julia, apporte l'eau que nous avons gardée. » La fille aînée prit une bouteille en plastique soigneusement rangée et l'apporta à sa mère, qui aida Antoine à boire quelques gorgées. « Je suis Marie, » dit la femme. « Voici Julia et Pierre, mes enfants. »« Antoine, » répondit-il automatiquement pour le regretter aussitôt. Son nom était trop connu à Marseille. Mais Marie sourit simplement gentiment. « Vous avez besoin d'un médecin, Antoine. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler ?» Antoine hésita. L'idée d'être trouvé dans cette situation, aidé par des personnes sans domicile, ne correspondait pas à l'image qu'il avait cultivée pendant des années. De plus, le docteur Paul le ferait certainement interner à nouveau s'il apprenait cet épisode. « Non,
Une autre vague de douleur l'interrompit. « Maman, il ne va pas bien du tout », observa Julia, s'approchant avec une maturité au-delà de son âge. « Il faut appeler une ambulance. » réussit à dire Antoine avec plus de force. « S'il vous plaît, pas d'ambulance. J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Marie le regarda avec un mélange de méfiance et d'inquiétude. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui devrait être seul dans cet état. »« Me promenais, c'est tout, » expliqua Antoine, gêné par la situation absurde. « Sous cet orage ?» demanda Julia en haussant un sourcil. « Personne ne se promène sous une pluie pareille. » Antoine ne put s'empêcher de remarquer l'intelligence dans les yeux de la jeune fille. « Julia, ne sois pas indiscrète. » La réprimanda doucement Marie. « C'est bon. » esquissa Antoine un faible sourire. « Elle a raison. J'avais besoin de m'échapper un peu. De la maison, de tout. » Marie hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. Parfois, nous avons tous besoin de fuir, même quand nous n'avons nulle part où aller. La profondeur de cette observation, venant d'une femme qui n'avait littéralement nulle part où aller, frappa Antoine d'une manière qu'aucun conseil de ses thérapeutes coûteux n'avait jamais réussi à faire. Le petit Pierre, qui observait timidement jusqu'à présent, s'approcha et tendit un morceau de papier à Antoine. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il confus. « Un dessin pour que vous alliez mieux. » répondit le garçon avec simplicité. Antoine regarda le papier. Un dessin d'enfant montrait 4 bonhommes allumettes sous ce qui semblait être un toit. Le plus grand des personnages était allongé, avec les 3 autres autour. Il y avait un soleil souriant dans le coin, contrastant avec la pluie représentée par des traits bleus. « C'est vous avec nous » expliqua Pierre. « Et le soleil reviendra demain. » Antoine resta sans voix. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait fait quelque chose pour lui sans rien attendre en retour. Certainement pas quelque chose d'aussi simple et significatif qu'un dessin fait par un enfant qui n'avait rien. La pluie continuait de tomber fortement, créant un rideau d'eau au bord de l'auvent. Le petit espace, bien que précaire, offrait un abri étonnamment confortable. Marie organisa quelques fines couvertures. « Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux, » offrit-elle. « Ce n'est pas grand-chose, mais au moins c'est sec. Pourquoi m'aidez-vous » La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. Marie le regarda avec une expression qui mêlait surprise et gentillesse. « Et pourquoi ne vous aiderions-nous pas? Vous aviez besoin d'aide. » La simplicité de la réponse laissa Antoine sans réaction. Dans son monde, chaque action avait une motivation calculée, un bénéfice attendu. Rien n'était fait sans une analyse préalable des coûts et des avantages. Mais là, sous cet auvent improvisé, 3 personnes qui n'avaient pratiquement rien offraient le peu qu'elles possédaient, sans hésiter. « Reposez-vous » dit Marie en arrangeant une couverture sur lui. « Demain, nous verrons comment vous allez. » Alors que la pluie continuait de tomber et que la famille s'installait dans le petit espace disponible, Antoine réalisa quelque chose de troublant. Pour la première fois depuis des années, il se sentait en sécurité. Non pas parce qu'il était entouré de gardes du corps ou protégé par des murs de luxe, mais parce qu'il était en présence de personnes sincèrement préoccupées par son bien-être. Avec cette pensée troublante, Antoine s'endormit au son de la pluie, sous un auvent abandonné, protégé par 3 inconnus qui avaient moins de biens matériels que sa collection de montres, mais qui semblaient posséder quelque chose que lui, avec toute sa fortune, n'avait jamais pu acheter. L'aube apporta un ciel dégagé, comme Pierre l'avait prédit dans son dessin. Antoine se réveilla désorienté, trouvant étrange le plafond écaillé au-dessus de lui. Pendant un moment, il ne reconnut pas où il était. Puis, les souvenirs de la nuit précédente revinrent. La pluie, l'évanouissement, la famille qui l'avait accueilli. Il s'assit lentement, surpris de constater que la douleur dans sa poitrine avait diminué. À côté de lui, seulement les couvertures soigneusement pliées. La famille n'était pas en vue. Antoine se leva avec précaution, ressentant encore un léger vertige. C'est alors qu'il remarqua Marie qui revenait, portant une vieille bouteille thermos et 3 pains enveloppés dans une serviette en papier. « Bonjour » sourit-elle en le voyant debout. « Vous vous sentez mieux ?»« Oui, merci » répondit Antoine, gêné par la situation inhabituelle. « Où sont vos enfants ?» Julia a emmené Pierre aux toilettes de la boulangerie voisine. Le propriétaire nous laisse les utiliser quand il n'y a pas de clients. Antoine observa la femme organiser le simple petit déjeuner.
Ses gestes avaient une dignité qui ne correspondait pas aux circonstances. J'ai apporté un peu de café. Ce n'est pas beaucoup, mais ça aide à se réchauffer. Il ne fallait pas vous inquiéter pour moi, dit Antoine en acceptant une tasse improvisée de café chaud. Marie l'étudia un instant. Vous n'avez pas l'habitude de recevoir de l'aide, n'est-ce pas? L'observation pertinente laissa Antoine sans réponse. Depuis combien de temps n'avait-il pas permis à quelqu'un de s'occuper de lui sans que ce soit un service payant? Ça, je dois y aller, dit-il brusquement, cherchant son téléphone portable. Il réalisa qu'il était toujours dans sa poche, fonctionnant miraculeusement malgré la pluie. 10 appels manqués, 21 messages. Le monde dont il avait tenté de fuir pendant une nuit le rappelait. « Vous êtes sûr d'être en état ?» demanda Marie, une inquiétude sincère dans sa voix. « Je vais bien. Et je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. » Antoine sortit son portefeuille de sa poche, un geste automatique pour quelqu'un habitué à tout résoudre avec de l'argent. Marie remarqua le mouvement et son expression changea. « Nous n'avons pas besoin de votre argent, monsieur. Nous avons seulement fait ce que toute personne décente aurait fait. » La réponse frappa Antoine comme une gifle. Il rangea son portefeuille honteux. « Désolé, je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que je ne sais pas comment vous remercier autrement. » À ce moment, Julia et Pierre revinrent. Le garçon courut vers Antoine en souriant. « Vous allez mieux, vous voyez? Le soleil est revenu comme je l'ai dessiné. » Antoine ne put retenir un sourire devant l'enthousiasme de l'enfant. « Oui, tu avais raison. » Julia l'observait avec des yeux analytiques, comme si elle essayait de déchiffrer une énigme. « Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui vit dans la rue. » Ah, commenta-t-elle directement. « Julia !» la réprimanda Marie. « C'est bon !» intervint Antoine. Il regarda la jeune fille, admirant sa perspicacité. « Tu as raison. Je ne vis pas dans la rue. »« Alors que faisiez-vous seul sous la pluie hier soir ?» insista Julia. Antoine hésita. Comment expliquer à un enfant que, malgré tout ce qu'il possédait, il se sentait étouffé dans sa propre vie? Il opta pour une vérité partielle. « Je suis malade. J'ai eu un problème cardiaque récemment, et je ne devrais pas me promener seul. C'était une imprudence de ma part. » Un problème cardiaque? Pierre s'approcha inquiet. « Ça fait très mal. » La question innocente toucha Antoine d'une manière inattendue. « Parfois, » répondit-il, se surprenant de sa propre sincérité. « Mais aujourd'hui, je vais mieux, grâce à vous. » Marie offrit l'un des pains à Antoine, qu'il accepta, réalisant soudain à quel point il avait faim. Pendant qu'il prenait le simple petit déjeuner, Antoine observait l'interaction entre la mère et ses enfants. Il y avait une harmonie entre eux, un code silencieux d'affection et de protection qui était presque palpable. « Vous êtes dans cette situation depuis longtemps ?» demanda-t-il finalement, incapable de contenir sa curiosité. Marie soupira, regardant ses enfants avant de répondre. « Presque 1 an. Je travaillais comme aide-soignante à l'hôpital de la Timone. Quand Pierre est tombé malade d'une pneumonie, j'ai dû m'absenter beaucoup. J'ai fini par perdre mon emploi. Après ça, je n'ai pas pu payer le loyer et... » Elle laissa la phrase en suspens, mais le reste était évident. « Vous êtes aide-soignante ?» Antoine était sincèrement surpris. « J'étais, » corrigea Marie avec une pointe de fierté dans la voix. « J'ai travaillé 8 ans en pédiatrie. » Antoine sentit un serrement dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec son état cardiaque. Une professionnelle de la santé, quelqu'un qui avait consacré des années à soigner des enfants, vivait maintenant dans la rue avec ses propres enfants. « Et l'école ?» demanda-t-il en regardant les enfants. « Nous avons réussi à maintenir Julia et Pierre à l'école pendant quelques mois après avoir perdu la maison, en restant chez une amie. Mais quand nous avons dû déménager, Marie baissa les yeux. Sans adresse fixe, c'est difficile. Julia intervint. Mais j'aide Pierre tous les jours avec ce que j'ai appris. Et quand nous trouvons quelques livres, nous étudions ensemble. » Antoine sentit une admiration croissante pour la jeune fille. Sous le poids de circonstances qui briseraient de nombreux adultes, elle maintenait une détermination impressionnante. « Et vous n'avez pas de famille qui puisse vous aider ?» demanda-t-il. « Mes parents sont morts il y a des années, » répondit Marie. « J'ai une sœur à Lyon, mais elle a du mal à subvenir aux besoins de ses propres enfants. » Antoine consulta sa montre. Il devait rentrer. Chloé avait probablement déjà alerté tout Marseille à sa recherche. Mais quelque chose l'empêchait de simplement remercier et de partir. L'idée de laisser cette famille dans ces conditions, surtout après ce qu'ils avaient fait pour lui, semblait impensable. Une idée commença à se former dans son esprit.
Folle, impulsive, complètement contraire à son caractère habituel. J'aimerais vous rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Commença-t-il avec hésitation. Pas avec de l'argent, puisque vous l'avez refusé. Mais peut-être que je pourrais vous rendre visite à nouveau. Apporter quelque chose pour les enfants? Des livres, peut-être? Marie l'étudia avec méfiance. Pourquoi? C'était une question juste. Pourquoi un étranger bien habillé voudrait-il revenir rendre visite à une famille sans domicile? Antoine ne connaissait même pas la réponse complète. Parce que vous m'avez aidé quand j'en avais besoin. Et parce que... Il hésita, cherchant des mots qui ne sembleraient pas condescendants. Parce que j'ai apprécié votre compagnie. À sa surprise, ce fut Pierre qui répondit le premier. J'aurais apporté des livres avec beaucoup d'images. Et vous pourrez voir mes autres dessins aussi. Julia semblait moins enthousiaste, son regard calculateur au-delà de son âge. Quel est votre travail? Demanda-t-elle directement. Antoine hésita. Révéler qui il était vraiment mettrait en péril cette connexion inattendue. Le milliardaire Antoine Dubois intimiderait certainement cette famille, transformant une relation naissante en quelque chose d'inégal et de gênant. Une idée se forma rapidement dans son esprit. « Je travaille dans une entreprise. »« Dans l'administratif » répondit-il vaguement. « Mais je suis en arrêt maladie. » Ce n'était pas exactement un mensonge, juste une vérité soigneusement éditée. Malgré tout, il ressentit une pointe de culpabilité. Marie semblait évaluer la situation, partagée entre la prudence naturelle de quelqu'un qui vit dans la rue et la perception qu'il y avait quelque chose de sincère dans son intérêt. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. Nous sommes généralement par ici. Quand il ne pleut pas, nous sommes près du parc Borély pendant la journée. Les enfants aiment l'animation. » Antoine hocha la tête, ressentant un soulagement inexplicable avec cette permission. « Je reviendrai bientôt alors. » Promis. Il dit au revoir aux enfants, remercia à nouveau Marie et partit, marchant lentement pour retourner dans son monde. En s'approchant des immeubles de luxe de la Corniche, il avait l'impression de traverser non seulement des quartiers, mais des dimensions différentes de la même ville. En arrivant à son immeuble, le concierge le regarda avec une surprise et un soulagement évident. « Monsieur Dubois, nous étions inquiets. Votre assistante a appelé plusieurs fois et tout va bien ?» interrompit Antoine. « Dites-lui simplement que je vais bien et que je la rappellerai bientôt. » Dans l'ascenseur, il regarda son reflet dans le miroir. Vêtements froissés, cheveux en désordre, cernes profonds, méconnaissable par rapport à l'Antoine Dubois qui apparaissait dans les magazines économiques. Étrangement, il se sentait plus vivant que jamais. En entrant dans son appartement de luxe, l'immensité vide de l'espace le frappa comme jamais auparavant. 300 mètres carrés pour une seule personne, tandis que Marie et ses enfants partageaient aux quelques mètres carrés sous un auvent. Il se dirigea vers la salle de bain, se déshabilla et entra sous la douche, laissant l'eau chaude couler sur son corps fatigué. Tandis que l'eau lavait les vestiges de la nuit dans les rues, son esprit travaillait frénétiquement. Le contraste entre les mondes qu'il avait habités au cours des dernières 24 heures était si choquant qu'il semblait irréel. En sortant de la douche, il ignora les dizaines de notifications sur son téléphone portable et se dirigea directement vers son ordinateur. Il commença à faire des recherches sur les programmes de réinsertion sociale, la situation des personnes sans domicile à Marseille, la législation sur le travail et le logement. Des heures passèrent, pendant qu'il absorbait des informations qui ne l'avaient jamais intéressé auparavant. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, il répondit « Antoine, pour l'amour de Dieu, où étiez-vous » La voix de Chloé tremblait entre soulagement et irritation. « J'avais besoin de temps, » répondit-il simplement. « Je vais bien. Le docteur Paul est furieux. Il a essayé de vous contacter plusieurs fois et... Prenez-lui rendez-vous pour demain, » interrompit Antoine. « Et Chloé, j'ai besoin que vous achetiez des livres pour enfants. Des manuels scolaires pour des enfants de 8 et 12 ans et d'autres avec beaucoup d'illustrations. » Le silence de l'autre côté de la ligne reflétait la surprise de l'assistante. « Des livres pour enfants, monsieur ?»« Exactement. Et je veux aussi des informations sur les programmes sociaux de l'entreprise, destinés aux personnes en situation de vulnérabilité. » Puis-je demander pourquoi? Antoine hésita, regardant par la fenêtre en direction du panier où il avait passé la nuit. « Disons que j'ai eu une expérience révélatrice. » Après avoir raccroché, Antoine s'assit sur le balcon de son appartement,
observant la ville qu'il avait toujours vue de loin, de haut, avec distance. Maintenant, pour la première fois, il se sentait connecté à elle d'une manière différente. L'empire qu'il avait bâti, qui avait toujours été sa seule identité, semblait soudainement petit par rapport à la découverte de cette famille, qui, sans rien de matériel à offrir, lui avait donné quelque chose qu'aucun de ses millions n'avait jamais acheté. Un geste d'humanité sincère, sans attente de retour. Il décida de revenir le lendemain. Non pas comme Antoine Dubois, le milliardaire, mais comme Antoine, seul homme ordinaire avec des problèmes cardiaques. Ce petit mensonge, paradoxalement, semblait le chemin le plus proche de la vérité qu'il cherchait. Au cours des 2 semaines suivantes, Antoine développa une routine inhabituelle. Le matin, il assistait à quelques engagements inévitables par visioconférence, une concession négociée avec le docteur Paul qui continuait d'insister sur la nécessité de réduire considérablement le stress. L'après-midi, il troquait ses costumes italiens contre des vêtements simples et discrets et se rendait au parc Borelli où il retrouvait Marie et les enfants. À son assistante, il avait vaguement expliqué qu'il participait à un projet social dans le cadre de sa convalescence. Chloé, habituée à l'objectivité implacable de son patron, trouva ce nouvel intérêt étrange, mais ne posa pas de questions. Le docteur Paul, de son côté, avait approuvé l'idée d'activité qui n'impliquait pas le travail intense de l'entreprise. Chercher des liens humains en dehors de l'environnement de l'entreprise pourrait être exactement ce dont votre cœur a besoin, Antoine, avait commenté le médecin lors de sa dernière consultation, sans se douter à quel point cette prescription était littérale. Cet après-midi d'octobre, la chaleur marseillaise était accablante, mais la brise marine rendait le parc agréable. Antoine aperçut Pierre en train de dessiner à l'ombre d'un arbre, tandis que Julia lisait concentrée l'un des livres qu'il avait apportés quelques jours plus tôt. « Antoine !» cria Pierre en le voyant, courant dans sa direction. Le surnom était apparu naturellement, consolidant le personnage qu'Antoine avait créé. « Salut, champion !» sourit-il en tendant au garçon un paquet emballé. « Je t'ai apporté quelque chose. » Les yeux du garçon brillèrent en ouvrant le cadeau et en trouvant une boîte de crayons de couleur professionnelle. « Ouah, il y a tellement de couleurs! J'ai pensé que tu pourrais les utiliser pour tes dessins. » Ça expliqua Antoine. « Où est ta mère? »« Elle est allée à un entretien d'embauche, » répondit Julia en s'approchant, le livre toujours à la main. Dans un hôpital privé du quartier de Sainte-Anne. Antoine sentit une vague d'espoir. « C'est super! Comment a-t-elle obtenu l'entretien? » Une assistante sociale du CCAS nous a trouvés la semaine dernière. Elle a aidé maman à mettre à jour son CV et a réussi à lui obtenir quelques entretiens, expliqua Julia, avec cette maturité qui impressionnait toujours Antoine. Le CCAS, Centre communal d'action sociale, était l'un des organismes qu'Antoine avait recherché au cours des dernières semaines, ainsi que d'autres programmes d'assistance. Sans que Marie le sache, il avait passé quelques appels stratégiques, utilisant des contacts indirects pour s'assurer que la famille reçoive une attention prioritaire des services sociaux. Rien qui ne puisse être retracé jusqu'à lui, juste de petits coups de pouce pour accélérer les processus bureaucratiques. « Et toi, comment ça se passe avec tes études ?» demanda-t-il à Julia, désignant le livre dans ses mains. « J'ai terminé tous les exercices de mathématiques que tu m'as laissés, » répondit-elle avec fierté. « Ah, mais j'ai du mal avec certains problèmes de fraction. Oh, je peux t'aider si tu veux. » Julia hocha la tête, et ils s'assirent tous les deux sur le banc près de l'arbre. Pierre s'installa par terre avec ses nouveaux crayons, immédiatement absorbé par un nouveau dessin. Pendant l'heure qui suivit, Antoine expliqua patiemment des concepts mathématiques, s'étonnant de la rapidité avec laquelle Julia assimilait les informations. « Tu es une élève brillante, » commenta-t-il sincèrement. « Quand tu retourneras à l'école, tu seras en avance sur les autres élèves. » Julia baissa les yeux. « Ainsi nous retournons à l'école ?» L'incertitude dans sa voix frappa Antoine. Cette jeune fille, avec tout son potentiel, perdait des années précieuses d'éducation formelle à cause de circonstances totalement indépendantes de sa volonté. « Vous y retournerez, » affirma-t-il avec conviction. « Ta mère trouvera un emploi et vous aurez à nouveau une maison. Comment peux-tu en être si sûr ?» demanda Julia, ses yeux perçants fixés sur lui. « Tu nous connais à peine. » Antoine hésita. « Je crois en vous, en votre force. » Julia l'étudia pendant quelques secondes, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose au-delà de ses mots. « Pourquoi nous aides-tu, Antoine? Vraiment?
La question directe le prit au dépourvu. Pourquoi, en effet, un cadre occupé consacrerait-il autant de temps à une famille sans domicile? La réponse sincère les surprit tous les deux. « Parce que vous m'avez aidé en premier ?» dit-il lentement. « Et parce que vous m'apprenez des choses que je n'ai jamais apprises, malgré toute mon éducation. »« Quel genre de choses ?» demanda Julia sincèrement curieuse. Antoine regarda Pierre complètement absorbé par son dessin, heureux malgré les circonstances défavorables. Il regarda Julia, avec sa détermination et son intelligence intactes même sans école formelle. La résilience, la dignité. Comment trouver de la joie dans les petites choses? Répondit-il honnêtement. J'ai passé ma vie à accumuler des biens et du pouvoir, pensant que cela m'apporterait le bonheur. Mais je ne me suis jamais senti aussi vivant que ces dernières semaines, simplement assise ici avec vous. Julia sembla réfléchir profondément à ces paroles. Tu as l'air de quelqu'un d'important. Dans ton travail, je veux dire. Bon, pourquoi penses-tu ça? Antoine sentit une pointe d'inquiétude. Sa façade était-elle trop transparente? Par la façon dont tu parles, par les choses que tu sais, et parce que parfois tu regardes ta montre comme si tu manquais des réunions importantes. Antoine ne put s'empêcher de sourire. La perspicacité de la jeune fille était vraiment remarquable. J'ai quelques responsabilités, oui, admit-il vaguement. Mais je suis en arrêt maladie, comme je te l'ai dit. Tu as l'air triste parfois, observa Julia, même quand tu souris. L'observation frappa Antoine profondément. Cet enfant de 12 ans avait vu quelque chose que même ses thérapeutes hors de prix n'avaient pas remarqué, ou qu'ils ne leur avaient pas permis de remarquer. Je crois que oui, admit-il après un moment. J'ai construit une vie axée sur les réussites et j'ai oublié de construire des liens. Comme des amis, de la famille, des relations réelles, ça expliqua Antoine. Quand on travaille trop, ces choses passent au second plan, jusqu'à ce qu'un jour on se rende compte qu'on est seul. Mais tu as une maison, n'est-ce pas? Demanda Julia. J'en ai une très grande en fait. Alors tu peux inviter des gens, te faire des amis, suggéra-t-elle avec la simplicité de la logique enfantine. Antoine sourit tristement. Ce n'est pas si simple quand on a passé des années à éloigner les gens. Julia l'observa un moment. Tu sais ce que maman dit toujours? Qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. C'est ce qu'elle a fait quand nous avons perdu notre maison. Elle a recommencé. C'est difficile, mais pas impossible. Les mots simples frappèrent Antoine avec la force d'une révélation. Un enfant de 12 ans, sans abri, lui donnait des conseils sur les recommencements et les liens humains. L'ironie ne lui échappa pas. « Ta mère est une femme sage », commenta-t-il. « Et tu as hérité de cela. » Julia sourit, le premier sourire vraiment ouvert qu'Antoine vit sur le visage de la jeune fille. À ce moment, Pierre s'approcha, tenant son dessin fraîchement terminé. « Regarde, Antoine, je t'ai dessiné avec nous dans le parc. » Antoine prit le dessin, maintenant coloré grâce au nouveau crayon. Il montrait 4 personnages souriants sous un arbre vert vif. Pierre, Julia, Marie et lui-même. Sur le dessin, tous semblaient faire partie de la même unité, de la même famille. « C'est magnifique, Pierre, » dit-il, sentant un nœud dans sa gorge. « Je peux le garder ?»« Je l'ai fait pour toi, » répondit le garçon fier. Antoine rangea soigneusement le dessin dans sa mallette. Il avait déjà accumulé plusieurs œuvres de Pierre au cours des dernières semaines, chacune montrant l'évolution de leur relation. Dans le premier, Antoine était juste un personnage allongé, malade. Ensuite, il fut représenté assis avec eux, puis en train d'enseigner, puis souriant. Le parcours de sa transformation documenté par les yeux innocents d'un enfant. « Antoine, tu as de la famille ?» demanda soudain Pierre, s'asseyant à côté de lui. La question innocente toucha un point sensible. « J'ai une sœur », répondit-il après avoir hésité. « Mais nous ne nous parlons plus depuis longtemps. » « Pourquoi ?» insista Pierre. Antoine soupira. « Oh, parce que j'ai fait des erreurs. J'ai été égoïste. J'ai mis d'autres choses avant la famille. »« Tu peux l'appeler » suggéra Pierre, comme si c'était la solution la plus évidente du monde. Lui demander pardon. Antoine sourit à la simplicité de la suggestion. « Je ne sais pas si c'est si facile. Maman dit que demander pardon n'est jamais facile, mais que ça vaut toujours la peine. » intervint Julia. Elle a dû demander pardon à beaucoup de gens quand nous avons perdu notre maison et que nous avons eu besoin d'aide. De nouveau, la sagesse désarmante de ses enfants le laissa sans réponse. Antoine consulta sa montre.
non pas parce qu'il avait des réunions, mais parce que Marie devait bientôt rentrer de son entretien et il voulait être là pour savoir comment ça s'était passé. Comme si elle était invoquée par ses pensées, Marie apparut en marchant dans le parc. Même de loin, son expression révélait la réponse. Antoine sentit son cœur se serrer. Maman. Pierre courut à sa rencontre. Marie serra son fils dans ses bras, essayant de maintenir un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En s'approchant d'Antoine et de Julia, sa fatigue était évidente. « Comment ça s'est passé ?» demanda Julia, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Ça n'a pas marché cette fois », répondit Marie en s'asseyant sur le banc. Il voulait être quelqu'un avec une expérience récente. 1 an hors du marché est déjà considéré comme dépassé dans le domaine de la santé. La frustration dans sa voix était palpable, mais contenue. Antoine admirait comment elle gardait sa dignité, même dans les moments les plus difficiles. « Il y aura d'autres opportunités », dit-il, essayant de paraître encourageant. Marie hocha la tête, mais ses yeux révélaient le poids du découragement. L'assistante sociale a réussi à me fixer un autre entretien pour vendredi dans une clinique plus petite. Peut-être qu'ils seront moins exigeants. Antoine sentit l'impuissance grandir. Il pourrait résoudre la situation de Marie avec un simple coup de fil. Il lui suffirait d'utiliser son nom, son influence. L'hôpital Saint-Joseph, où elle avait été interviewée, avait pour directeur l'un des médecins qui s'était occupé de lui pendant son hospitalisation. Un mot de sa part, et Marie serait embauchée immédiatement. Mais cela signifierait révéler qui il était vraiment, détruire la relation d'égalité qu'ils avaient construite. Cela signifierait transformer l'amitié en charité, transformer Marie et les enfants en projet. De son élan philanthropique. « Tu es une excellente aide-soignante, Marie », dit-il à la place. « Quelqu'un le reconnaîtra. »« Merci, Antoine, » sourit-elle faiblement. « C'est bon d'avoir quelqu'un qui croit en nous. » Pierre s'approcha avec sa nouvelle boîte de crayons. « Regarde ce qu'Antoine m'a donné, maman. » Marie examina la boîte de qualité professionnelle et Antoine remarqua une légère ride d'inquiétude sur son front. « Antoine, ça a dû coûter cher. Nous en avons déjà parlé. Ce ne sont que des crayons. » interrompit-il gentiment. « Et le talent de Pierre mérite de bons outils. » Marie soupira, partagée entre le désir de préserver sa fierté et la joie évidente de son fils. « Merci. Mais nous devons fixer des limites, d'accord ? Nous ne pouvons pas accepter des cadeaux chers tout le temps. » Antoine hocha la tête, respectant sa position. Marie avait toujours été claire sur le fait qu'elle ne voulait pas devenir dépendante de son aide. Les livres, le matériel scolaire et les collations occasionnelles qu'il apportait n'étaient acceptés que parce qu'ils bénéficiaient directement aux enfants. Pendant qu'ils discutaient de l'entretien et des petits événements de la journée, Antoine observait la dynamique familiale. Malgré la récente déception, il y avait une force dans la façon dont ils se soutenaient mutuellement. Marie ne laissait jamais transparaître le désespoir devant ses enfants. Julia offrait un soutien pratique, aidant à organiser les documents et les informations pour le prochain entretien. Pierre contribuait avec sa joie inébranlable et ses dessins qui mettaient toujours en valeur le côté positif de la vie. Cette petite famille, sans abri ni ressources, fonctionnait avec plus d'harmonie et de détermination que beaucoup de familles riches qu'Antoine connaissait, y compris la sienne, fragmentée depuis des années. Quand vint l'heure de se dire au revoir, Antoine ressentit la réticence familière à retourner dans son appartement vide. « Je serai là demain », promit-il, comme il le faisait tous les jours. « Tu n'as pas besoin de venir tous les jours, Antoine, » dit Marie. « Tu dois avoir ta propre vie, tes responsabilités. » Antoine sourit. « Crois-moi, il n'y a rien de plus important que je devrais faire. » C'était la vérité la plus sincère qu'il ait dite depuis longtemps. Dans son appartement de luxe, entouré de biens et de pouvoirs, il se sentait vide. Là, dans le parc, avec cette famille improbable, il trouvait quelque chose que son argent n'avait jamais pu acheter. En retournant vers la corniche, Antoine prit 2 décisions. La première, il appellerait sa sœur Sophie ce soir-là. La seconde, il trouverait un moyen d'aider Marie à obtenir un emploi sans utiliser directement son influence ni révéler son identité. Il ne savait pas exactement comment il s'y prendrait. Mais une chose était claire, ces 3 personnes changeaient sa vie autant qu'il souhaitait changer la leur. Et pour la première fois depuis des années, Antoine sentait que son cœur, au sens propre comme au sens figuré, était en train de guérir. Le 18e jour de sa double vie, Antoine dut faire face à la première complication sérieuse,
La matinée avait commencé par une visioconférence importante. Le conseil d'administration exigeait sa présence, même virtuelle, pour des décisions qui ne pouvaient plus être reportées. Son vice-président, Charles Martin, avait géré l'entreprise avec compétence pendant son absence, mais certaines portes ne s'ouvraient qu'avec la signature du PDG. « Antoine, nous avons besoin de vous à la réunion en personne, la semaine prochaine », insista Charles à travers l'écran de l'ordinateur. « Les investisseurs sont inquiets. Les rumeurs sur votre santé affectent la valeur des actions. » Antoine soupira en se massant les tempes. Le docteur Paul a recommandé au moins 2 semaines de plus de repos. 2 semaines pourraient coûter des millions, Antoine. Au moins, faites une apparition. Montrez que vous êtes en vie et aux commandes. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Quelques semaines plus tôt, cette conversation aurait suffi à lui faire ignorer toute recommandation médicale. Maintenant, sa réticence à retourner au bureau avait peu à voir avec sa santé, et beaucoup avec l'engagement qu'il avait pris envers Marie et les enfants. « Je serai là mercredi », céda-t-il finalement. « Uniquement pour la réunion principale. 2 heures, pas plus. » En raccrochant, Antoine regarda sa montre. Il était déjà plus de 11 heures. Il devait retrouver la famille au parc. Marie avait un autre entretien d'embauche ce jour-là, cette fois dans une clinique du quartier de la Joliette, et Antoine avait promis de rester avec les enfants pendant son absence. Il troqua rapidement le costume qu'il avait porté pour la visioconférence contre des vêtements simples et se dirigea vers l'ascenseur. Dans le hall de l'immeuble, une voix familière l'arrêta. « Antoine, quelle surprise de te trouver en bas à cette heure-ci !» Julien, son ancien associé, s'avançait vers lui. Antoine sentit une vague de panique. Julien était la dernière personne qu'il s'attendait à voir. « Que fais-tu ici, Julien ? Je suis venu rendre visite à Maurice au 15e étage. Nous concluons un partenariat. » Julien l'étudia avec curiosité. « Tu as changé, tu as maigri. » Et ses vêtements. Antoine força un sourire. Recommandation médicale. Exercice, vêtements confortables. Tu sais comment sont les médecins. Julien hocha la tête, pas entièrement convaincu. Ta sœur a demandé de tes nouvelles. J'ai rencontré Sophie la semaine dernière à l'anniversaire de son neveu. La mention de Sophie lui serra le cœur. Antoine l'avait appelée 3 fois depuis sa conversation avec les enfants, mais n'avait réussi qu'à laisser des messages. Elle n'avait pas encore rappelé. Comment va-t-elle ? Ah, surprise de tes tentatives de contact, pour le moins qu'on puisse dire, répondit Julien avec sincérité. Après 3 ans de silence, elle ne sait pas quoi penser. Antoine hocha la tête, sentant le poids de ses choix passés. Je dois y aller maintenant, Julien. C'était bien de te voir. Où vas-tu si pressé? Je pensais que tu étais au repos. Une promenade. Ça fait partie de la convalescence. Julien sembla remarquer quelque chose dans l'expression d'Antoine. Il y a quelque chose de différent chez toi. Ce n'est pas seulement l'apparence. C'est comme si... Bonne journée, Julien, l'interrompit Antoine, se dirigeant rapidement vers la porte. En marchant vers le parc, il essaya de dissiper l'inquiétude que la rencontre avait provoquée. Son ancien monde et son nouveau monde étaient dangereusement proches d'entrer en collision. Quand il arriva au parc Borély, Julia l'attendait déjà avec anxiété. « Tu as tardé ?» dit-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Maman est déjà partie pour son entretien. Pierre est aux toilettes publiques, avec un mal de ventre. » Antoine passa immédiatement à l'action. « Depuis combien de temps est-il malade ?»« Depuis hier soir. Je pense que c'est le hot-dog que nous avons mangé au centre-ville. » Antoine sentit une pointe de culpabilité. La veille, il avait emmené les enfants se promener au Vieux-Port et leur avait acheté des snacks chez un vendeur ambulant, ce qu'il n'aurait normalement pas fait, mais qui avait semblé inoffensif sur le moment. Allons voir comment il va. Ils trouvèrent Pierre sortant des toilettes, pâle et abattu. Antoine. Le garçon essaya de sourire, mais son malaise était évident. « Je ne me sens pas très bien. » Antoine posa sa main sur son front. « Tu as de la fièvre, Pierre. » Julia se mordit la lèvre, inquiète. « Qu'est-ce qu'on fait? Maman va tarder à son entretien. » Antoine évalua rapidement la situation. Le garçon avait besoin de médicaments et d'un repos adéquat. Le parc, avec ses bancs durs et son soleil intense, n'était pas l'endroit idéal. Il faut l'emmener quelque part où il pourra se reposer correctement et prendre un médicament. La décision se forma avant même qu'il ne puisse en évaluer pleinement les conséquences. « Allons chez moi. »
Les yeux de Julia s'écarquillèrent. « Chez toi? Tu ne nous as jamais invités avant. C'est une urgence, » justifia Antoine. Pierre a besoin d'un endroit confortable pour se remettre. L'hésitation de Julia était compréhensible. En près de 3 semaines de cohabitation quasi quotidienne, Antoine n'avait jamais révélé où il vivait, ni proposé de les emmener chez lui. C'était une partie de sa stratégie pour maintenir sa véritable identité cachée. « Fais-moi confiance, Julia. C'est le mieux pour ton frère maintenant. » Après quelques secondes de réflexion, elle hocha la tête. « D'accord, mais je dois laisser un mot pour maman, au cas où elle reviendrait et ne nous trouverait pas. » Antoine attendit pendant que Julia écrivait un mot et le laissait à une vendeuse de bouteilles d'eau qu'il connaissait bien. Ensuite, il prit Pierre dans ses bras. Le garçon était trop faible pour marcher et appela un taxi. Pendant le trajet, il remarqua l'expression de plus en plus confuse de Julia à mesure qu'ils approchèrent du quartier le plus exclusif de la Corniche. Lorsque le taxi s'arrêta devant la tour La Marseillaise, l'un des immeubles les plus luxueux du front de mer, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu habites ici ?» Antoine hésita. C'était le moment de vérité. Oui, le concierge le reçut avec une surprise évidente en voyant les enfants. « Monsieur Dubois, puis-je vous aider ?»« Tout va bien, Josué. Ce sont mes invités. » Dans l'ascenseur, il sentit le regard perçant de Julia. La jeune fille était trop intelligente pour ne pas commencer à assembler les pièces du puzzle. « Monsieur Dubois, » murmura-t-elle. « On en parlera plus tard, » répondit-il à voix basse, désignant Pierre qui tremblait légèrement dans ses bras. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le penthouse, la réaction de Julia fut un choc absolu. Même Pierre, malgré son malaise, écarquilla les yeux devant l'immensité de l'appartement, avec ses baies vitrées du sol au plafond, révélant une vue panoramique sur toute la corniche. « Tu habites ?»« Ici ?» répéta Julia incrédule. « Pour l'instant, occupons-nous de ton frère. » Détourna Antoine, portant Pierre jusqu'à l'une des chambres d'amis. Il faut faire baisser cette fièvre. Au cours des 2 heures suivantes, Antoine se concentra entièrement sur les soins de Pierre. Il lui donna des médicaments contre la fièvre et les maux d'estomac, prépara une tisane que sa mère avait l'habitude de faire quand il était malade dans son enfance, et improvisa une compresse froide pour son front. Julia resta aux côtés de son frère tout le temps, silencieuse et observatrice. Quand Pierre s'endormit enfin, semblant plus à l'aise, Antoine sortit de la chambre, suivi de Julia. Dans le couloir, la jeune fille croisa les bras, son regard exigeant des explications. « Tu nous as menti » accusa-t-elle, sa voix basse mais chargée de déception. « Tu n'es pas celui que tu prétendais être. » Antoine indiqua le salon, loin de la chambre où Pierre se reposait. Ils s'assirent sur les canapés blancs, Julia visiblement mal à l'aise avec le luxe qui l'entourait. « Je n'ai pas menti surtout » se commença Antoine avec précaution. « Je m'appelle vraiment Antoine. J'ai vraiment eu une crise cardiaque, et tout ce que j'ai partagé avec vous sur mes sentiments, mes expériences, était vrai. Mais tu n'es pas un simple employé administratif en difficulté, » rétorqua Julia, regardant de manière significative l'appartement de luxe. « Qui es-tu vraiment ?» Antoine respira profondément. C'était le moment de vérité. « Mon nom complet est Antoine Dubois. Je suis le PDG et propriétaire majoritaire de Dubois Tech Solutions. » Les yeux de Julia s'écarquillèrent de reconnaissance. L'entreprise de technologie, celle des publicités à la télévision, Antoine hocha la tête. Quand je vous ai rencontré ce soir-là, j'étais sorti contre l'avis des médecins. Après que vous m'ayez aidé, j'ai été intrigué. Je voulais mieux vous connaître. Mais j'ai craint que, si vous saviez qui j'étais vraiment, la relation serait différente. Tu as menti pour nous étudier? Comme un projet de charité. La voix de Julia tremblait d'indignation. Non, s'empressa de corriger Antoine. Au début, je ne savais peut-être pas exactement pourquoi je voulais vous revoir, mais chaque jour que j'ai passé avec vous a changé quelque chose en moi. Vous n'êtes pas un projet, Julia. Vous êtes les personnes qui m'ont le plus appris sur la vie et la dignité en 45 ans. Julia regarda par la fenêtre, vers la ville qui s'étendait en contrebas. Tu aurais pu nous aider depuis le début. D'un claquement de doigts. Maman n'aurait pas eu à subir des humiliations lors des entretiens d'embauche. L'accusation frappa Antoine profondément, car elle portait une vérité indéniable. Tu as raison. J'aurais pu résoudre votre situation immédiatement. Mais Marie a refusé mon argent la première nuit, tu te souviens? Elle a de la fierté, de la dignité. J'ai respecté ça.
Toi aussi où tu as aimé jouer à l'ami des pauvres, rétorqua Julia amèrement. Antoine sentit l'impact de ces mots. Y avait-il une part de vérité là-dedans? Une partie de son intérêt pour la famille était-elle une sorte d'expérience sociale, un moyen d'expier sa culpabilité pour des années d'indifférence aux problèmes sociaux? Je ne peux pas nier que notre amitié m'a été bénéfique, admit-il après un moment. Mais ça n'a jamais été un jeu pour moi, Julia. Vous êtes la chose la plus réelle que j'ai dans ma vie en ce moment. La sonnette de l'appartement interrompit la conversation. Antoine fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Quand il ouvrit la porte, son cœur faillit s'arrêter. Marie était là, les yeux écarquillés de choc, regardant l'intérieur luxueux de l'appartement. À ses côtés, habillé formellement, se tenait nul autre que Charles Martin, son vice-président. Antoine? Charles semblait aussi surpris que lui. Que fait cette dame ici? Elle a dit qu'elle devait voir d'urgence un Antoine qui serait avec ses enfants. Et quand elle a mentionné l'adresse, j'ai pensé que je devais l'accompagner jusqu'à vous, puisque je venais discuter des détails de la réunion de mercredi. Le monde d'Antoine sembla se figer. Ces deux univers venaient d'entrer en collision de manière catastrophique. Marie, réussit-il enfin à dire. Comment as-tu su où j'habitais? Le mot de Julia disait que vous viendriez chez Antoine, près du parc. J'ai demandé au concierge de l'immeuble le plus proche s'il connaissait un Antoine, et il a mentionné un Antoine à cette adresse. Ses yeux parcoururent l'appartement luxueux, se posant sur Julia qui s'était approchée. « Qu'est-ce qui se passe ici? Où est Pierre? »« Il est malade, maman, » expliqua rapidement Julia. « Antoine, je veux dire, Monsieur Dubois l'a amené ici pour s'occuper de lui. »« Monsieur Dubois ?» répéta Marie, la compréhension commençant à poindre dans ses yeux. Charles se racla la gorge, visiblement mal à l'aise avec la situation. « Antoine, peut-être devrions-nous reporter notre conversation? »« Non, Charles. S'il te plaît, attends un moment. » Antoine se tourna vers Marie. « Pierre se repose dans la chambre d'amis. Il a eu de la fièvre et des maux d'estomac, probablement à cause de quelque chose qu'il a mangé hier. Je lui ai donné des médicaments et il semble aller mieux. » Marie le dévisagea avec un mélange de confusion et de trahison. « Qui es-tu vraiment ?» Antoine sentit le poids de tous ses mensonges par omission. « Pouvons-nous parler en privé ?»« S'il te plaît. » Après un moment de tension, Marie hocha la tête. Antoine la conduisit à son bureau, laissant Julia avec Charles dans le salon. Une fois seule, Marie croisa les bras sur la défensive. « Alors tu n'es pas seulement Antoine, l'homme ordinaire avec des problèmes cardiaques. »« Non, » admit Antoine. « Je suis Antoine Dubois, PDG de Dubois Tech Solutions. » Marie ferma les yeux un instant, absorbant l'impact de la révélation. « Pendant près d'un mois, tu as prétendu être quelqu'un d'autre. Tu t'es approché de mes enfants. Tu as gagné notre confiance, tout ça basé sur un mensonge. » « Tout n'était pas un mensonge, » se défendit Antoine. « J'ai vraiment eu une crise cardiaque. Je vous ai vraiment rencontré ce soir de pluie. Et tout ce que j'ai partagé sur mes sentiments, mes expériences, était sincère. Ah, pourquoi maintenir cette mascarade? Quel était ton objectif? » La douleur dans sa voix était palpable. Antoine s'assit, sentant le poids de ses choix. « Au début, c'était impulsif. Quand j'ai essayé de te donner de l'argent ce premier soir, et que tu as refusé avec tant de dignité, j'ai réalisé que toute relation serait impossible si tu savais qui j'étais. Et je voulais cette relation, Marie. Vous m'avez montré un côté de la vie que je n'avais jamais expérimenté. Alors nous étions ta petite expérience sociale. Un moyen de soulager ta conscience d'homme riche? Non, non. » La véhémence de sa voix les surprit tous les deux. Au début, je ne comprenais peut-être pas complètement ce que je cherchais. Mais chaque jour que j'ai passé avec vous a changé quelque chose en moi. Vous n'êtes pas un projet, vous êtes la famille que je n'ai jamais eue. Marie rit sans humour. La famille? Les familles ne se construisent pas sur des mensonges, Antoine. La vérité de ces mots le frappa comme un coup physique. Le silence pesa entre eux. Comment s'est passé l'entretien? Demanda-t-il finalement, changeant de sujet. Marie soupira. Étonnamment bien. Ils m'ont offert le poste. C'est merveilleux. Antoine sentit une vague de soulagement sincère. Oui, n'est-ce pas? Surtout si l'on considère que le propriétaire de la clinique a mentionné avoir reçu un appel d'un contact important recommandant mon embauche. Ses yeux se plissèrent. Tu as quelque chose à voir avec ça? Antoine détourna le regard, confirmant ses soupçons.
Alors même cette réussite n'était pas vraiment la mienne, murmura Marie, la déception évidente dans sa voix. J'ai seulement recommandé ton CV, Marie. L'entretien, tes qualifications, ton expérience, tout ça c'est toi. Mais je ne le saurai jamais, n'est-ce pas? Je ne saurai jamais si on m'a embauché pour mes mérites ou par peur de déplaire à un milliardaire. Antoine n'avait pas de réponse à cela. Dans le couloir, ils entendirent la voix de Pierre appeler sa mère. Marie sortit immédiatement du bureau, suivie d'Antoine. Ils trouvèrent Pierre assis sur le lit, l'air mieux, bien que toujours pâle. Ses yeux s'illuminèrent en voyant sa mère. « Maman, tu as trouvé la maison d'Antoine ?» Marie s'assit à côté de son fils, vérifiant sa température avec la main sur son front. « Comment te sens-tu, mon chéri ?»« Mieux. Antoine m'a donné un médicament et une tisane que sa grand-mère faisait. Et cette chambre est incroyable. Il y a une télévision et tout. » L'enthousiasme innocent de Pierre fit sourire tristement Marie. Julia apparut à la porte, son regard partagé entre l'inquiétude pour son frère et la déception envers Antoine. « Torres, il faut y aller, » déclara Marie, aidant Pierre à se lever. « Mais maman, je viens de montrer mes dessins à l'ami d'Antoine. Il a dit qu'il pourrait les exposer dans une vraie galerie. » Antoine regarda avec surprise vers la porte où Charles observait la scène. Son vice-président haussa les épaules, comme pour dire « Qu'est-ce que je pouvais faire ?» « Pierre, nous devons y aller maintenant, » insista Marie, sa voix douce mais ferme. « Remercie, Monsieur Dubois pour son aide. »« Mais pourquoi? Tu l'appelles comme ça ?»« C'est Antoine, » protesta Pierre, confus par la formalité soudaine. Marie lança un regard significatif à Antoine, qui comprit la demande silencieuse. « Pierre, » commença-t-il, s'agenouillant pour se mettre au niveau du garçon. « Il y a quelque chose que je dois t'expliquer. Mon nom complet est Antoine Dubois. Je suis le propriétaire d'une grande entreprise. C'est ma maison. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent d'assimilant l'information. « Alors tu es riche, comme dans les films ?» Antoine hocha la tête, honteux. « Oui, et j'aurais dû vous le dire depuis le début. C'était mal de garder le secret. » À sa surprise, Pierre ne sembla pas contrarié. « Ouah, et même en étant riche, tu aimes rester avec nous dans le parc? C'est cool. » L'innocence de la réaction de Pierre contrastait fortement avec le regard blessé de Marie et l'expression déçue de Julia. « Allons, Pierre, il faut y aller, » répéta Marie en prenant la main de son fils. « Marie, s'il te plaît, » tenta une dernière fois Antoine. « Laisse-moi tout t'expliquer. Ce que nous avons, Monsieur Dubois, » interrompit Marie en insistant sur le traitement formel, a été construit sur de fausses prémices. Je vous remercie de vous être occupé de mon fils aujourd'hui, mais notre amitié ne peut pas continuer ainsi. Les mots tombèrent comme une sentence finale. Antoine observa, impuissant, Marie guider ses enfants hors de la chambre. Charles, toujours à la porte, s'écarta pour les laisser passer. « Au moins, laissez-moi vous ramener chez vous, » offrit Antoine en les suivant dans le salon. « Nous n'avons pas de maison, tu te souviens ?» répondit Marie sans se retourner. « Et nous n'avons pas besoin de ta charité maintenant. » Lorsque la porte de l'ascenseur se referma, emportant la famille qui avait transformé sa vie au cours des dernières semaines, Antoine sentit un vide qu'aucun de ses biens ou de ses réalisations ne pourrait combler. La vérité qu'il avait tenté de cacher avait finalement éclaté, et le prix à payer était la perte des seules personnes qui l'avaient fait se sentir vraiment humain depuis des années. Charles, qui avait observé toute la scène en silence, s'approcha d'Antoine. « Tu veux parler de ce qui vient de se passer ?» Antoine regarda par la fenêtre vers la ville qui s'étendait en contrebas. Quelque part là-bas, Marie et ses enfants retournaient à la dure réalité de la rue, tandis qu'il restait dans son château de verre et de solitude. « Non, » répondit-il finalement, « pas maintenant. » Ce qu'Antoine ne pouvait pas savoir, c'est que cette rencontre désastreuse ne serait que le début d'une tempête encore plus grande. Au cours des 24 heures suivantes, son monde, soigneusement construit, serait secoué de manière que même lui ne pouvait prévoir. La nouvelle éclata le lendemain matin, comme un tsunami médiatique qu'Antoine n'aurait jamais pu anticiper. Un milliardaire marseillais mène une double vie pour se rapprocher d'une famille sans abri, titrait le principal journal en ligne de la région. En dessous, une photo prise quelques jours plus tôt au parc Borély montrait Antoine assis sur un banc avec Marie et les enfants, tous souriants. La photo, prise à distance, prouvait qu'ils avaient été observés pendant des semaines. Antoine fixa l'écran de son téléphone avec une horreur croissante en lisant l'article signé par Valérie Martin, une journaliste d'investigation connue pour ses reportages polémiques.
Charles? C'était la seule explication. Son vice-président avait assisté à la confrontation la veille et, d'une manière ou d'une autre, avait contacté la journaliste qui, Antoine s'en souvenait maintenant, était sa cousine. L'article détaillait comment le tout-puissant Antoine Dubois avait créé une fausse identité après sa crise cardiaque pour s'infiltrer dans la vie d'une famille vulnérable. Les spéculations sur ses motivations allaient de recherche de marché déguisé en action humanitaire à crise de la quarantaine d'un cadre ennuyé. La journaliste avait même réussi à interviewer Julien, son ex-associé, qui mentionnait les récents changements inexplicables dans le comportement d'Antoine. Pire que tout, l'article incluait le nom complet de Marie et mentionnait que ses enfants étaient des mineurs en situation de vulnérabilité, les exposant potentiellement à des travailleurs sociaux qui pourraient remettre en question sa capacité à s'occuper correctement de ses enfants. Son téléphone sonna sans cesse. Chloé, le service juridique, les membres du conseil d'administration, tous exigeant des explications. L'histoire prenait rapidement des proportions nationales, avec des médias d'autres régions reproduisant l'article avec des titres encore plus sensationnalistes. Le loup déguisé en agneau. Un milliardaire se déguise pour jouer au bienfaiteur. Antoine rejeta tous les appels, sauf celui du docteur Paul, qui sonnait plus comme un ami inquiet que comme un médecin. « Antoine, s'il te plaît, dis-moi que tu ne suis pas cette folie médiatique. Difficile d'ignorer quand ton nom est sur tous les portails d'information du pays, » répondit-il amèrement. « Ce n'est pas bon pour ta convalescence. Ta tension. »« Au diable ma tension, Paul !» explosa Antoine. « Ils détruisent non seulement ma réputation, mais exposent aussi une famille innocente au jugement public. » Le silence de l'autre côté de la ligne révéla la surprise du médecin face à la véhémence de sa réaction. Il n'avait jamais vu Antoine aussi préoccupé par quelqu'un d'autre. « Alors c'est vrai ?» demanda finalement le docteur Paul. « Tu t'es vraiment rapproché de cette famille ?» Antoine soupira, sentant le poids de ses choix. « C'est vrai, j'ai omis qui j'étais. Mais le reste, l'amitié, le temps que j'ai passé avec eux, c'était la chose la plus authentique que j'ai jamais vécue. Et maintenant ?» Antoine regarda par la fenêtre vers la ville qui semblait soudainement hostile. « Maintenant, je dois arranger ça, d'une manière ou d'une autre. » Après avoir raccroché, il fixa le téléphone pendant de longues minutes avant de passer l'appel qu'il reportait depuis des années. Cette fois, à sa surprise, elle répondit. « Sophie !» Sa voix sortit plus fragile qu'il ne l'aurait voulu. « Antoine. » La voix de sa sœur était prudente, distante. « J'imagine que tu m'appelles à cause des nouvelles. »« Tu as vu. Toute la France a vu, Antoine. » Le Manditse, silence pesa entre eux, chargé d'années de ressentiments non résolus. « Je n'appelle pas pour te demander de défendre ma réputation, » dit-il finalement. « Alors pourquoi ?» La question directe, typique de Sophie. « Parce que tu avais raison, surtout, sur moi, sur ce que je suis devenu. » Les mots sortaient, avec difficulté, des années de fierté résistant à chaque syllabe. « Et parce que j'ai besoin de ton aide, pas pour moi, mais pour une famille qui ne mérite pas d'être au milieu de ce cirque médiatique. » À sa surprise, Sophie rit doucement. « Mon Dieu, l'Antoine Dubois que je connais demandant de l'aide. Cette famille a dû vraiment faire un miracle. »« Ça, tu n'as pas idée, » répondit-il, sentant un léger soulagement au ton presque amical de sa sœur. « Tu vas m'aider ? Je vais d'abord t'écouter. Ensuite, je déciderai. » C'était plus qu'Antoine n'espérait. Au cours des 23 minutes suivantes, il raconta toute l'histoire à Sophie. La crise cardiaque, la rencontre sous la pluie, les semaines d'amitié avec Marie et les enfants, et comment tout s'était effondré la veille. « Tu leur as menti pendant près d'1 mois, » observa Sophie quand il eut terminé. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste une constatation. « Par omission. Tout ce que j'ai partagé sur moi, mes sentiments, était vrai. N'empêche que tu as menti, comme tu m'as menti quand tu as vendu la maison de maman, en prétendant que c'était pour développer l'entreprise, alors qu'en réalité, c'était pour acheter ce yacht ridicule. » L'ancienne rancune, enfin verbalisée après des années, « Oui, » admit Antoine, sans essayer de se défendre. « Et il n'y a pas un jour où je ne le regrette pas. » Le silence de l'autre côté de la ligne s'étendit pendant plusieurs secondes. « D'accord, » dit finalement Sophie. « Je vais t'aider. Pas pour toi,
mais pour cette famille qui est maintenant exposée à cause de toi. Merci, répondit Antoine, ressentant une gratitude qui allait bien au-delà de ce moment. Ne me remercie pas encore. Pour arranger ça, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait de ta vie. Dorothy Mantungwa a lâché complètement le contrôle. Après avoir raccroché, Antoine resta immobile pendant plusieurs minutes, absorbant les instructions de Sophie. Le plan était audacieux, risqué, et exigeait qu'il abandonne tout ce qu'il avait toujours valorisé, son image soigneusement construite, sa fierté, son besoin de contrôler chaque aspect de sa vie. Son prochain appel fut pour Charles, qui répondit avec une nervosité évidente. « Ton cousin travaille pour la Provence, n'est-ce pas? Le mari de ta cousine Valérie. »« Antoine, je te jure que je n'ai rien à voir avec... » « Ah, je ne t'accuse pas, Charles. » L'interrompit Antoine, les surprenant tous les deux par son calme. « J'ai juste besoin d'un contact direct avec lui, immédiatement. » 2 heures plus tard, Antoine était assis dans son bureau face au journaliste Jean-Pierre Durand et à sa femme Valérie Martin, l'auteur de l'article qui avait bouleversé sa vie. Le couple semblait à la fois méfiant et curieux. « Je vous remercie d'être venu si rapidement, » commença Antoine sans détour. « J'ai une proposition à vous faire. Une interview exclusive, avec moi. » Valérie haussa un sourcil. « Après que nous ayons exposé votre mascarade, pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous n'avez raconté que la moitié de l'histoire, et parce que, ce faisant, vous avez mis en danger une famille qui ne mérite pas plus de souffrance. » Jean-Pierre se pencha en avant, intéressé. « Quelle moitié manque-t-il, monsieur Dubois ?» Antoine respira profondément. « La partie où j'explique que tout ce que j'ai fait n'était pas par amusement ou expérience sociale, mais parce que cette famille m'a sauvé la vie. Pas seulement la nuit où ils m'ont trouvé évanoui, mais dans un sens beaucoup plus profond. »« Tais beau discours, tout commenta Valérie, sceptique. « Mais pourquoi vous donnerions-nous l'opportunité de redorer votre image après ce que vous avez fait? » Je ne demande pas de redorer mon image. Je vous offre quelque chose de beaucoup plus précieux, la vérité complète, sans filtre, et une annonce qui, je vous le garantis, sera d'intérêt national. La curiosité journalistique des deux était palpable. Jean-Pierre consulta brièvement sa femme du regard avant de répondre « Nous vous écoutons. » Test du coup demain. Interview en direct. Sans montage, sans coupure, sans questions préparées à l'avance. Une seule condition. Vous publiez aujourd'hui un rectificatif sur l'exposition de l'identité de Marie et de ses enfants et vous retirez leur nom complet de l'article original. Le couple échangea de nouveau des regards, évaluant la proposition. Et cette annonce d'intérêt national, insista Valérie. Antoine sourit légèrement. Ça, vous le découvrirez pendant l'interview. Après le départ des journalistes, Antoine passa un autre appel, cette fois un numéro qu'il avait obtenu avec beaucoup de difficulté. Après plusieurs sonneries, une voix féminine répondit, chargée de méfiance. « Marie, s'il te plaît, ne raccroche pas. » Le silence de l'autre côté indiquait qu'elle écoutait. « J'imagine que tu as vu les nouvelles, » continua Antoine. « Je suis désolé, plus que je ne peux l'exprimer. Je n'ai jamais voulu vous exposer, toi et les enfants, de cette manière. Que veux-tu, Antoine ?» Sa voix retentit enfin, las. « Demain, je donnerai une interview pour tout clarifier. Pas pour me défendre, mais pour essayer de vous protéger d'une plus grande exposition. Un peu tard pour ça, tu ne crois pas ?» L'amertume dans sa voix était palpable. Julia est rentrée en pleurant aujourd'hui après que des enfants l'aient reconnue sur une photo dans le journal. La fille de la sans-abri qui a trompé le milliardaire. C'est comme ça qu'ils l'ont appelée. Antoine ferma les yeux, sentant l'impact de chaque mot comme un coup physique. « Je vais arranger ça, Marie. Je te le promets. »« Comment ?» « Certaines choses ne peuvent pas être arrangées, Antoine. Je te demande seulement de regarder l'interview demain. Après ça, si tu ne veux plus me revoir, je respecterai ta décision. » Après un long silence, elle répondit « Je ne promets rien. » C'était plus qu'il ne méritait. Le lendemain, à 10 heures du matin, Antoine entra dans le studio de la Provence, le plus grand portail d'information de la région. Il portait un costume simple, sans cravate. Une apparence délibérément moins imposante que son look d'entreprise habituel. Valérie Martin l'attendait, ainsi qu'une équipe technique prête pour la diffusion en direct. « Dernière chance de renoncer, monsieur Dubois », commenta la journaliste pendant que les techniciens ajustèrent les microphones. « Je n'ai plus rien à perdre. » Répondit tranquillement Antoine. La lumière rouge s'alluma et l'interview la plus attendue de l'année commença.
Bonjour à tous, je suis Valérie Martin et aujourd'hui nous recevons Antoine Dubois, l'homme d'affaires qui a fait la une des journaux nationaux en créant une fausse identité pour se rapprocher d'une famille sans abri. Monsieur Dubois, la première et la plus évidente question. Pourquoi? Antoine regarda directement la caméra, imaginant Marie et les enfants en train de regarder. Parce que j'ai eu peur, répondit-il avec une surprenante sincérité. Pas une peur physique, mais la peur que si cette famille savait qui j'étais vraiment, le lien sincère que nous avions commencé à tisser la nuit où ils m'ont sauvé serait impossible. Vous admettez donc avoir délibérément menti? J'ai omis qui j'étais. Le reste, mes expériences, mes sentiments, ce que j'ai partagé avec eux, était complètement vrai. Antoine respira profondément. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai pu être juste une personne, pas une position, un titre ou un compte en banque. L'interview se poursuivit, avec Valérie posant des questions de plus en plus incisives sur ses motivations, son passé, son entreprise. Antoine répondit à toutes avec une honnêteté brute qui surprit même la journaliste expérimentée. Vos actionnaires ne seront-ils pas inquiets de voir le PDG d'une des plus grandes entreprises technologiques du pays exposer publiquement ses fragilités? Demanda Valérie à un moment donné. Probablement, répondit Antoine avec un léger sourire, ce qui m'amène à l'annonce que j'ai promise. Valérie se redressa sur sa chaise, soudainement alerte. Nous vous écoutons. À compter d'aujourd'hui, je quitte définitivement mon poste de PDG de Dubois Tech Solutions. La déclaration provoqua un silence momentané dans le studio. C'est une annonce de retraite, demanda Valérie se remettant de sa surprise. Pas exactement. Je vends 60% de mes actions de l'entreprise à un consortium d'investisseurs. La moitié de la valeur de cette vente, environ 1,2 milliard d'euros, sera destinée à la création de l'Institut Renaissance, une organisation dédiée à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes sans abri. Les yeux de Valérie s'écarquillèrent. C'est sans précédent. Je n'ai pas encore terminé, continua Antoine. L'Institut aura son siège ici à Marseille, mais avec des opérations dans toute la France. Et j'aimerais publiquement inviter Marie Leroy, la femme dont la famille m'a accueilli alors que j'étais juste un inconnu évanoui sous la pluie, à occuper le poste de coordinatrice générale. Tout le studio semblait avoir retenu son souffle. Monsieur Dubois, vous offrez un poste de direction dans une institution milliardaire à une femme qui, jusqu'à hier, vivait dans la rue? J'offre le poste à une ancienne aide-soignante qualifiée qui, malgré toutes les adversités, a gardé sa dignité et son humanité intactes et a élevé 2 enfants extraordinaires, dans des circonstances qui briseraient la plupart d'entre nous, corrigea Antoine. Et je n'offre pas seulement le poste, je mets à sa disposition toutes les ressources nécessaires à sa formation, y compris l'achèvement de ses études supérieures, si elle le souhaite. Et si elle refuse? La question frappa Antoine au point le plus vulnérable. Alors l'Institut continuera sans elle, et je respecterai sa décision. Je ne fais pas ça pour acheter son pardon ou son amitié. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire, et parce que cette expérience m'a montré que j'ai passé ma vie à poursuivre les mauvaises choses. Dans les dernières minutes de l'interview, Antoine fit quelque chose d'encore plus surprenant. Il regarda directement la caméra et s'excusa publiquement. Marie, Julia, Pierre, si vous regardez, je m'excuse d'être entré dans vos vies avec une identité incomplète. Vous m'avez appris ce qu'est la famille, ce qu'est la dignité, ce qu'est affronter les difficultés sans perdre son humanité. J'avais tout ce que l'argent peut acheter, mais vous aviez tout ce qui compte vraiment. Merci de me l'avoir montré, même si maintenant nos chemins doivent se séparer. Quand la lumière rouge s'éteignit, indiquant la fin de la diffusion, Valérie regarda Antoine avec une expression qui mêlait incrédulité et respect réticent. En 20 ans de journalisme, je n'ai jamais vu un homme de votre position s'exposer de cette manière, commenta-t-elle. Soit vous êtes le plus grand manipulateur que j'ai jamais rencontré, soit vous avez vraiment vécu une transformation. Antoine sourit tristement. Peut-être un peu des deux, mais j'essaie d'être plus le second et moins le premier. En sortant du studio, Antoine fut accueilli par une foule de journalistes et de photographes. Il ignora toutes les questions, se dirigeant directement vers la voiture où son chauffeur l'attendait. « À la maison, monsieur ?» demanda l'employé. Antoine réfléchit un instant. « Non, au parc Borély. » Il ne savait pas si Marie ou les enfants seraient là. Il ne savait pas si elle accepterait sa proposition ou si elle lui pardonnerait un jour. Mais pour la première fois de sa vie,
Antoine Dubois se dirigeait vers un avenir qu'il ne pouvait ni contrôler ni prévoir. Et étrangement, il se sentait plus vivant que jamais. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'interview qui avait tout changé. L'automne était arrivé à Marseille, apportant des pluies plus fréquentes et des températures légèrement plus douces. Antoine observait la ville d'une perspective complètement différente maintenant, non plus du haut de son penthouse luxueux sur la corniche, mais du modeste balcon d'un appartement de 3 chambres dans le quartier du Prado. Le changement radical dans sa vie avait choqué tout le monde. Le puissant Antoine Dubois, qui dirigeait autrefois un empire technologique de plusieurs milliards, vivait maintenant dans un logement simple, conduisait sa propre voiture, un modèle national sans luxe, et travaillait sans relâche à la structuration de l'Institut Renaissance. L'appartement, bien que confortable, n'avait rien de l'espace opulent qu'il occupait auparavant. Une bibliothèque, un canapé simple, une table à manger pour 4 personnes. Sur le mur du salon encadré avec soin, le premier dessin que Pierre lui avait fait ce soir de pluie. Antoine sourit en regardant le dessin. Il avait été sa seule compagnie pendant des semaines, après l'interview. Contrairement à ses espoirs, Marie n'était pas apparue au parc ce jour-là. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Les enfants non plus. C'était comme s'ils avaient complètement disparu de Marseille. Pendant cette période, Antoine se consacra entièrement à l'Institut. Il vendit son penthouse, ses voitures de luxe, son hélicoptère. Il fit don de la plupart de ses biens personnels, ne gardant que le nécessaire et quelques rares souvenirs sentimentaux. Parmi eux, tous les dessins de Pierre qu'il avait réussi à préserver. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Sophie, sa sœur, avec qui il avait renoué une relation qui semblait irrémédiablement perdue. « Tout est prêt pour l'inauguration demain ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Oui. Le bâtiment est prêt, l'équipe est embauchée, les premiers programmes sont structurés, » répondit Antoine, regardant les documents étalés sur la table. « Il ne manque que le plus important. » Elle n'a toujours pas répondu. Antoine soupira. « Non, j'ai essayé tous les canaux possibles, mais Marie a tout simplement disparu. Hein, tu ne peux pas inaugurer l'Institut sans coordinatrice générale, Antoine. »« Je le peux, et je le ferai. Le travail ne peut pas attendre ma vie personnelle. » Après avoir raccroché, Antoine retourna sur le balcon, observant l'animation de la rue en contrebas. Des enfants rentrant de l'école, des travailleurs rentrant chez eux, la vie normale qu'il avait toujours observée de loin, comme un spectateur étranger. Maintenant, il y était immergé, faisant partie du flux commun de la ville. L'interphone sonna. Antoine répondit, s'attendant à ce que ce soit le livreur avec les documents qu'il avait demandés pour la cérémonie d'inauguration. « Monsieur Dubois, il y a une famille ici qui veut vous voir. Une dame avec 2 enfants. » Le cœur d'Antoine s'arrêta un instant. « Faites-les monter. » réussit-il à dire, la voix tremblante. Les minutes suivantes semblèrent une éternité. Quand la sonnette retentit enfin, Antoine dut respirer profondément plusieurs fois avant de pouvoir ouvrir la porte. Ils étaient là. Marie, mieux habillée que la dernière fois qu'il l'avait vue, mais avec le même regard de dignité sereine. Julia, visiblement plus grande, portant un cartable. Et Pierre, souriant largement, tenant un papier plié dans ses mains. « Vous êtes venus » fut tout ce qu'Antoine put dire. « Nous avons mis un peu de temps. »« Amen » répondit Marie, un léger sourire aux lèvres. « Nous avions besoin de temps. » Antoine s'écarta de la porte, les invitant à entrer. Les enfants regardèrent avec curiosité l'appartement simple, si différent du penthouse luxueux où ils avaient été des mois plus tôt. « Tu as déménagé ?» observa Julia. Antoine hocha la tête. « Beaucoup de choses ont changé. Où sont tes tableaux chers et cet énorme canapé blanc ?» demanda Pierre parcourant le salon des yeux. « J'ai fait don de la plupart des choses. J'ai réalisé que je n'en avais pas besoin. » Marie observait tout en silence, ses yeux se posant finalement sur le dessin encadré au mur. « Tu l'as gardé » commenta-t-elle en s'approchant du cadre. « C'est mon bien le plus précieux » répondit Antoine avec simplicité. Un silence chargé de sens plana entre eux. « J'ai vu l'interview » dit finalement Marie. « Toute la France l'a vue. » Antoine attendit, le cœur battant la chamade. « C'était courageux » continua-t-elle. « Tout le monde n'exposerait pas ses fragilités de cette manière. » Ce n'était pas du courage, c'était une nécessité, répondit Antoine. Je devais essayer de réparer ce que j'avais fait, même en sachant que certaines choses ne peuvent pas être réparées.
Pierre, étranger à la tension entre les adultes, tira la manche de la chemise d'Antoine. « Je t'ai fait un nouveau dessin », dit-il en tendant le papier plié. Antoine l'accepta avec révérence, comme s'il recevait une œuvre d'une valeur inestimable. En l'ouvrant, ses yeux se remplirent de larmes. Le dessin montrait 5 personnes devant un grand bâtiment, avec une plaque sur laquelle était écrit « Institut ». Les personnages étaient clairement identifiables. Antoine, Marie, Julia, Pierre et une femme plus âgée qui ressemblait à Sophie. « C'est ton institut », expliqua fièrement Pierre, « avec nous tous travaillant ensemble. » Antoine regarda Marie, une question silencieuse dans ses yeux. « Oui », répondit-elle à la question non formulée. « Nous sommes ici pour ça aussi. J'ai reçu tous tes messages, toutes tes tentatives de contact. J'ai lu chaque détail sur l'Institut dans les journaux. C'est un projet extraordinaire, Antoine, qui a besoin d'une coordinatrice générale. » compléta Antoine, une lueur d'espoir dans sa voix. Marie sourit. « J'ai beaucoup réfléchi à ça, à toi, à tout ce qui s'est passé entre nous. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « L'offre est généreuse, mais je ne peux pas accepter d'être coordinatrice générale. »« Pas encore. » L'espoir d'Antoine vacilla. « Mais, » continua Marie, « j'accepterai de commencer comme coordinatrice du programme de santé. J'ai de l'expérience dans ce domaine, et ce serait un bon point de départ pendant que je termine ma formation. » Antoine ne put retenir le sourire qui se répandit sur son visage. « Ce serait parfait. Nous avons des conditions maintenant. » Intervint Julia avec son style direct caractéristique. « Maman a trouvé un petit appartement dans une HLM à La Ciotat. Nous sommes de retour à l'école. Je suis en 5e maintenant, avec les meilleures notes en mathématiques. Je n'en attendais pas moins de toi, » commenta Antoine sincèrement fier. « Et je vais prendre des cours de dessin, » s'exclama Pierre avec enthousiasme. « Un professeur de l'université a vu mes dessins dans le journal et m'a offert une bourse complète. » Antoine regarda Marie, surpris par les nouvelles. Elle hocha la tête, confirmant. « Beaucoup de choses se sont passées ces 3 derniers mois. Après l'interview, nous avons reçu plusieurs offres d'aide. Nous n'avons accepté que ce qui ne compromettait pas notre dignité et notre indépendance. Tu as toujours été trop sage pour accepter une charité vide de sens, » observa Antoine. « Et tu as appris la différence entre la charité et la solidarité, » répondit Marie. « C'est pourquoi nous sommes ici. » Les semaines suivantes furent de travail intense. L'Institut Renaissance fut inauguré avec un grand retentissement national. Marie prit la coordination du programme de santé, se révélant aussi compétente qu'Antoine l'avait imaginé. Son expérience d'aide-soignante et, plus important encore, de personnes ayant vécu dans la rue, apportait une perspective irremplaçable au travail. Antoine coordonnait la partie administrative et financière, travaillant quotidiennement aux côtés des bénéficiaires, non pas comme un patron, mais comme un égal. Beaucoup n'en croyaient pas leurs yeux quand ils découvraient que cet homme simple, en chemise basique et sans ostentation, était le milliardaire dont l'histoire avait fait le tour des médias des mois plus tôt. Progressivement, la relation entre Antoine et Marie évolua d'une collaboration professionnelle à une amitié prudente, puis à quelque chose de plus profond. Les blessures du passé ne furent pas oubliées, mais comprises et finalement cicatrisées. Les enfants, plus adaptables que les adultes, lui avaient pardonné depuis longtemps. Quand décembre arriva, apportant les célébrations de fin d'année, l'Institut avait déjà aidé des centaines de personnes en situation de vulnérabilité, offrant non seulement un abri temporaire, mais aussi des programmes de qualification, de réinsertion professionnelle, un soutien psychologique et juridique. La veille de Noël, Antoine invita Marie et les enfants à dîner dans son appartement. Il était nerveux comme un adolescent à son premier rendez-vous, vérifiant plusieurs fois que tout était parfait. Sophie viendrait aussi, complétant le petit cercle familial qui s'était formé au cours des derniers mois. Quand la sonnette retentit, Antoine ouvrit la porte et trouva Marie tenant une petite boîte cadeau. « Joyeux Noël !» dit-elle en lui tendant le paquet. Antoine l'accepta, surpris. Il ne fallait rien apporter. « Sophie Birkenmamers, ouvre !» insista-t-elle, tandis que les enfants entraient excités, suivis de Sophie qui venait d'arriver. Antoine défit soigneusement l'emballage. À l'intérieur de la boîte, il trouva une clé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il confus. Marie sourit, un mélange de nervosité et de détermination dans son regard. « C'est la clé de notre nouvel appartement. »
un peu plus grand que l'actuel, avec de la place pour nous tous, si tu veux. La compréhension frappa lentement Antoine, et avec elle, une vague d'émotions si intense qu'il pouvait à peine respirer. « Tu m'invites à faire partie de notre famille, officiellement », compléta Marie, son regard doux mais décidé. Julia et Pierre sont d'accord. En fait, c'était leur idée. Antoine regarda les enfants, qui observèrent la scène avec des sourires anxieux. Julia, toujours mature au-delà de son âge, hocha la tête de manière encourageante. Pierre sautillait presque d'excitation. « Maintenant, tu peux être notre vrai papa, pas seulement dans les dessins », s'exclama le garçon. Antoine sentit les larmes couler sans contrôle. Il regarda Marie, qui avait aussi les yeux humides. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Je n'ai jamais été aussi sûr », répondit-elle en prenant ses mains entre les siennes. « Tu t'es un jour présenté comme Antoine, un homme ordinaire avec des problèmes cardiaques. C'était une demi-vérité. Maintenant, nous savons qui tu es vraiment. Non pas le milliardaire Antoine Dubois, non pas le philanthrope fondateur de l'Institut, mais simplement Antoine, l'homme dont le cœur a enfin appris à aimer. » Sophie, observant la scène avec des larmes aux yeux, leva son verre de cidre. « À la famille, » trinqua-t-elle, qui n'est pas définie par le sang ou le nom, mais par l'amour et le choix. « À la famille, » répondirent-ils tous, tandis qu'Antoine enveloppait Marie et les enfants dans une étreinte qui semblait contenir tout le sens que sa vie avait cherché pendant des années. Cette nuit-là, quand tout le monde était parti se coucher et qu'Antoine regardait les lumières de la ville de Marseille par la fenêtre du salon, il réalisa qu'il avait enfin trouvé ce que son argent n'avait jamais pu acheter, un foyer, une famille. Des gens qui l'aimaient non pas pour son nom ou sa position, mais pour qui il était vraiment. Le voyage qui avait commencé par une crise cardiaque et une nuit pluvieuse avait transformé non seulement sa vie, mais aussi celle d'innombrables personnes grâce à l'Institut Renaissance. L'étrange amitié entre un milliardaire et une famille sans abri avait vraiment changé deux vies et continuerait d'en changer beaucoup d'autres dans les années à venir. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Antoine et de Marie a touché vos cœurs. Pour plus de récits émouvants comme celui-ci, nous avons préparé une playlist spéciale accessible en cliquant sur le lien à gauche de l'écran. Si vous avez été ému par ce parcours de transformation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo. Chaque jour, nous vous proposons de nouvelles histoires qui explorent la complexité et la beauté des relations humaines. Partagez vos sentiments et vos réflexions dans les commentaires. Votre avis est très important pour nous. À la prochaine histoire.